Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Le domaine agricole est un élément essentiel chez nous en Abitibi-Témiscamingue et partout également, mais là, nous allons nous concentrer sur la région Abitibi-Témiscamingue. Il est plus souvent qu'autrement lié à Dame Température. Alors, qu'en est-il cette année au point de vue des récoltes et d'autres points de vue également? Alors, pour nous en parler, je reçois le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, M. Sylvain Vachon. Monsieur Sylvain, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Parce que, et je le dis souvent, domaine minier, oui, très important. Domaine forestier, très important, mais on a toujours un petit peu tendance à oublier un peu le domaine agricole qui est tellement important chez nous. Bien, écoutez, là, si vous me rouvrez cette porte, dans le domaine agricole, il s'investit présentement, là, en Abitibi-Témiscamingue, des millions de dollars dans des infrastructures. Moi, j'ai un paquet d'exemples un peu partout dans les villages. Okay. Des millions qui sont investis dans la modernisation des installations, dans l'amélioration des performances, etc. Et ça, les agriculteurs sont des gens très humbles, effacés. Et le syndrome du coupage de ruban, là, ils l'ont pas. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne comprend pas l'ampleur de l'empreinte de l'agriculture sur notre territoire. Vous avez raison. Et sans compter le fait que les sièges sociaux, là, ils ne sont pas à Toronto. Ils sont tous en Abitibi-Témiscamingue. Voilà. Et ça augmente l'empreinte sur la vivacité d'une ruralité comme ça. Et je n'ai rien contre une entreprise qui va investir, comme vous le dites, là, des centaines de mille dollars, voire même des millions dans leur entreprise pour donner plus d'ouvrages. Ça, c'est parfait, mais comme vous le dites, et j'ai rien contre ça aussi, là, la coupe du ruban traditionnelle, on a fait un bel investissement, etc. Bon. OK, bravo, mais vous le dites et vous l'avez très bien dit, chez les agriculteurs, ils en mettent des millions eux aussi, mais ils ne font pas de coupe du ruban. On est très humble dans notre manière d'être. Voilà, exactement. Et c'est tout à l'honneur également de ces agriculteurs, comme on le sait, parce que c'est pas facile. Et comme je le disais en intro, M. Vachon, il y a une madame qui joue un rôle très important. À chaque année, c'est la madame de la température que j'appelle Dame Température. Cette année, est-ce qu'elle a collaboré? Et je vais juste ouvrir une toute petite parenthèse, qu'avant d'entrer en onde, vous nous disiez que, bon, on a eu presque une semaine, 10 jours de canicule, il faut le dire. Puis, vous me disiez qu'à bien des endroits, ça a sauvé peut-être leur saison agricole. Mais avant cette canicule-là, vous étiez inquiet? Ah, écoute, on est encore inquiet. Vous êtes encore inquiet? Certaines productions. On est dans une saison de récolte. Là, on est à faire les constats, de voir quels sont les rendements, etc. Et Dame Nature, on lui a donné, au fil des décennies, on lui a donné, je crois, être un peu maniaco-dépressif. Et bipolaire. Et bipolaire, et on vit des extrêmes. Et ça, bon, on est peut-être un peu coupable de ces sauts d'humeur de Dame Nature. Ce printemps, on a eu un printemps exécrable, frais, pluvieux. Les ensemencements ont été catastrophiques. Est-ce que ça a poussé l'agriculteur à moins semer? Oui, ben, il y a par rapport à la température. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas pu faire toutes les semences qu'il y avait à faire ce printemps. Bon, il y a des pourcentages, c'est variable selon les secteurs, mais bon, les agriculteurs sont des gens résilients. On a changé certaines cultures. On a fait des changements de plants pour avoir des plantes qui sont plus matures plus rapidement. Il y a eu des changements à ce niveau-là, mais les conditions étaient complètement exécrables. La pluie abondante. Par la suite, ben là, un coup qu'on a mené à bout de faire le maximum de semences qu'on pouvait, là, on parle de la saison de récolte des fourrages. Quand il y a beaucoup de pluie le printemps, généralement, on a abondance de fourrage. Ça a été le cas encore cette année. En Abitibi-Témiscamingue, la première fauche
a été très abondante, dans certains cas, des records de rendement. Mais quand on a des rendements importants comme ceux-là, puis il y a eu de la pluie au début des récoltes, il y a une perte au niveau de la qualité, première coupe. Et là, l'aspect bipolaire de Dame Nature a amené une saison de sécheresse par la suite. Oui, et pas si chaude que ça. Fait que la repousse du fourrage a été pratiquement nulle. Ah, OK. Ça dépend des types de plantes. Là. Parce que manque d'eau, non? Pas d'eau, température froide. L'inverse du printemps. C'est ça. Et tout ce qui est graminé, il n'y a pratiquement pas de repousse. Un peu dans les légumineuses, c'est deux types de plantes différentes. Et les gens qui font de la luzerne, un peu plus de trèfle, ont eu une repousse, mais pas à la hauteur de ce qu'on a d'habitude. Fait qu'on a eu une perte à ce niveau-là, au niveau de la deuxième fauche. Et là, encore une fois, la bipolarité de notre chère Dame Nature a amené un automne très chaud, très sec. Et bon, là, à bien des égards, ça sauve les meubles. Et là, on a hâte de voir le résultat final et des productions comme les petits maraîchers qui ont eu une saison complètement catastrophique. C'est difficile pour eux. Je sais qu'il y a un producteur de vin au Témiscamingue qui me disait pas plus tard qu'hier que leur récolte a été sauvée. Ils envisageaient de ne pas récolter leurs raisins tellement il n'y avait pas de rendement. Et là, en l'espace de 2 semaines, ça a été un changement complet. Et là, ils disent on a une belle récolte. Ça a sauvé leur saison. Ça sauve des entreprises. Puis, une température comme on parle actuellement, là, on sort d'une canicule ou presque, versus une température pluvieuse au printemps. Vous faites combien de coupes? Ça dépend des producteurs. Selon la production qu'on fait, les producteurs de lait qui ont besoin de qualité pour la production de lait de vache, là, eux vont faire 3 coupes. Généralement, c'est 2 coupes ou 3 coupes. Puis encore là, les changements climatiques, l'allongement de la période de récolte est un avantage. Et moi, quand j'étais petit gars, 3 coupes, ça n'existait pas. Maintenant, 3 coupes, ça existe. Okay. Et au Témiscamingue, là, on est rendu qu'on regarde les 4 coupes. Un peu comme le sud de la province. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant. Oui. Pour les producteurs de bœuf, c'est souvent 1 coupe ou 2 coupes, mais ces gens-là ont besoin de plus de quantité que de qualité. Fait que nous, on s'adapte aux réalités et aux besoins de notre entreprise. Monsieur Vachon, vous me disiez, juste avant d'entrer en ondes, que pour la récolte, on serait inquiet pour le nord de la Sarre. Écoutez, là, vous vous rappelez, avant cette canicule-là, on a eu des gelées. Des gelées nocturnes. Mm-hmm. Et pendant une semaine, il y a eu plusieurs gelées. Et ces gelées-là, dans le nord de la Sarre, l'information que j'ai, c'est ça aurait été des gelées mortelles pour les céréales qui n'étaient pas matures. Ouais, mon Dieu. Donc, quand une céréale, l'avoine, l'orge, etc., n'est pas à maturité et qu'elle meurt à cause du gel, il n'y a pas de grain. Et là, il y a l'obligation de récolter quand même parce qu'il y a des règles là, de fonctionnement à la financière agricole, au niveau des assurances, des assurances de l'ASRA et les assurances récoltes. Fait que les gens là, s'apprêtent à récolter des champs avec très peu ou pas de rendement, mais ils ont l'obligation d'avoir l'action de récolter quand même. Mais le nord de la Sarre, en particulier, a été affecté par ça. Et là, on voit là, que la canicule se termine et les prochaines semaines vont être préoccupantes parce que le reste de l'Abitibi, les grains ne sont pas mûrs. Là, les journées sont moins longues. Le mûrissement est moins rapide. Oui. Et là, de penser récolter de l'avoine avant le 15 d'octobre, là, ça commence à être... on rêve en couleur. Et à partir du 15 octobre, je ne sais pas si vous le savez, mais l'hiver, ils ne nous oublieront pas. Non. À ce niveau-là, on est très, 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 très préoccupés. Okay. Et là, il est trop tôt pour commencer à mettre des verdicts, mais ça ne regarde pas bien. Puis quand on parle du nord de la Sarre, vous parlez de quoi? Dupuis, Nord-Métal? Dupuis en montant. Dupuis en montant. Alors, on espère que ça va se replacer parce que, mon Dieu Seigneur... Mais pour eux, c'est trop tard. C'est fini. C'est fini. Gelé. C'est gelé. Par rapport fait que là, ils vont récolter, mais quels seront les rendements? Les rendements ne seront pas intéressants.
Et là, ça dépend là, une butte. Oh, oui, oui. Mais une en gelée général, là, puis pas de gelée en bas. Puis, en général, le nord de la serre a été affecté. Fait que là, on le sait déjà qu'il y a des pertes importantes. Et là, l'assurance récolte va avoir à faire son travail. est-ce que l'assurance récolte, je te mets juste une parenthèse, c'est encore un fardeau dans le sens que je sais que déjà vous avez eu beaucoup de difficultés. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui Un fardeau encore? étant un très faible mot pour qualifier un programme qui ne répond pas aux attentes des producteurs, mais vraiment pas. Et là, c'est très technique, mais Oui, ce qu'on peut dire, c'est que les rendements probables qui sont évalués sont loin d'être la réalité des agriculteurs. Et l'agriculteur, quand on a des pertes, on assume une très grande partie des pertes. Puis le programme est pratiquement inopérant. Preuve étant, c'est que les fonds, parce que c'est comme une mutualisation. Nous, on paye une assurance, oui. le gouvernement met de l'argent, et les fonds assurance-récolte, en 10 ans, ont bondi de 300 millions. C'est pratiquement 30 millions par année au Québec qui s'est accumulé dans les fonds de réserve des programmes d'assurance-récolte parce que les programmes ne fonctionnent plus. Qui peut changer la donne de ces programmes-là? Parce que je sais, M. Vachon, je vous reçois, on en parle. M. Comeau, que vous avez remplacé, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais j'en parlais avec lui également. C'est pour ça que je dis que c'est excusez l'expression, mais une plaie. Puis ça semble être toujours comme ça. Qui peut changer la donne de ça? Écoutez, à la financière, il faudrait se rappeler un peu la mission de la financière qui est de développer et de soutenir l'agriculture au Québec, ce qui semble ardu pour eux à faire, mais écoute, ça va prendre une commande politique. Ben voilà. Ça va prendre un gouvernement. C'est ce que je voulais en venir. C'est au ministre de l'Agriculture, entre parenthèses, à mettre ses culottes à dire, bon, bien là, les agriculteurs se plaignent, je veux savoir pourquoi, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Et on est forcé de constater que dans les 15 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup d'appétit à ce niveau-là. Et là, je ne vais pas plus loin. Donc, vous mettez plus d'argent que vous en recevez, ou à peu près. 30 millions d'accumulés d'un fonds dans les 10 dernières. Depuis 2006, okay. 30 millions par année. Ça, je pense que c'est pas dur à faire l'évaluation. C'est pas dur à faire. Ça n'est honteux. M. Vachon, on va rester dans le domaine agricole, c'est sûr, mais on en a déjà parlé, puis j'aimerais qu'on revienne sur ça parce que ça semble être préoccupant. Pas que ça semble, c'est préoccupant, j'en suis persuadé, pour vous, pour l'UPA en général, c'est la diminution de nombre de fermes. J'ai des statistiques, on ne s'en fâchera pas là-dedans, là, mais seulement que je sais qu'en 2016, 580, c'est 85 de moins qu'en 2011. On parle de fermes, c'est 13 de moins. À quoi attribuez-vous ça? Bien, écoutez, il y a eu un désengagement de l'État au niveau agricole. Il y a eu des changements importants dans les outils qui accompagnent les agriculteurs dans leurs besoins quotidiennes. Et comme les autres secteurs d'activité, on a besoin d'outils particuliers pour créer de la richesse. Hein? Moi, j'appelle ça le levier que fournit l'État des agriculteurs pour créer de la richesse. C'est vrai dans les alumineries, c'est vrai dans le multimédia. Là. Et juste une compagnie à Montréal, Unisoft, je n'ai pas à juger si c'est bon ou pas, mais ce que je vous dis, c'est que pour les gens de Montréal, 96 millions l'an passé en crédit d'impôt remboursable qui ont été, crédit d'impôt pour Unisoft, qui ont été versés par le gouvernement du Québec pour créer des emplois à Montréal. C'est bien correct. Oui. Nous, là, ce qu'on dit, là, on peut-tu avoir droit, puis là, on peut-tu avoir droit à ces leviers-là aussi? C'est vrai dans les alumineries, c'est vrai dans un paquet d'autres secteurs d'activité. Nous, en agriculture, on a des programmes qui nous accompagnent et là, on les a dénaturés. Ça a généré cette chute-là. Mais là, écoutez, on n'est pas les bras croisés, puis on attend, puis on dit « Ah, ben là, le gouvernement... » Nous, on se prend en main. Et la preuve étant, c'est que pendant le temps que le nombre de fermes diminue, moi, je sais que c'était le syndicat du producteur de lait à l'époque, c'est maintenant les producteurs de lait d'Abitibi-Témiscamingue, on réfléchit
manière de partir des nouvelles entreprises et ils ont vendu ça au provincial et il y a un programme des producteurs de lait, un prêt de quota et on crée des entreprises laitières en Abitibi-Témiscamingue. Ça se passe pendant qu'on se parle, là, il y a eu des entreprises qui ont été créées. Et là, moi, ce que je sais, c'est que le syndicat des producteurs de bovins qui réfléchissent actuellement sur un projet de démarrage d'entreprise bovine, parce que c'est la production bovine qui a subi là, beaucoup de pertes là, par rapport au changement des programmes. Et là, on est à mettre en place. Là, il y a une demande de financement qui s'est faite à divers organismes, au phare pour ne pas le nommer, entre autres, là, la table des préfets qui ont une demande de financement à ce niveau-là. Et ça, c'est des beaux projets qui sont portés par les agriculteurs pour des agriculteurs. Et nous, là, on va mettre de l'argent sur la table. Là, parce que le programme de démarrage au lait, les agriculteurs pouvaient faire des dons de vaches, etc. Et plus tu avais d'apport du milieu, plus tu avais de points pour avoir le don de quota de la Fédération provinciale du lait. Fait que c'est un peu le même principe qui est réfléchi là, aux bovins. Fait que nous, là, les producteurs sont plus innovants, plus performants, cherchent des meilleures manières de produire pour être plus efficaces puis venir à bout de maintenir leur entreprise. Ça, c'est l'action individuelle du producteur. L'action collective, là, je viens de vous donner 2 exemples concrets. Qu'en Abitibi-Témiscamingue, les gens, collectivement, se prennent en main. C'est ça. Et là, ben, moi, je pense qu'un moment donné, on va prendre du doigt là, un moment donné, il va falloir que l'État prenne acte qu'on veut dynamiser notre milieu, puis il va falloir qu'ils nous supportent adéquatement comme ils le font pour les gens de Montréal. Donc, au lieu de regarder les gens de Montréal, de vous croiser les bras, puis de pleurer, puis de dire, nous autres, on n'a pas d'aide, puis eux autres, ils en ont, c'est que vous les regardez, puis vous dites, nous autres, on va s'arranger, on va en trouver des solutions, on va se serrer les coudes. Ça, ce sont de vrais Abitibiens témiscamingues. Vous me volez les mots de la bouche parce que, écoutez, il faut se souvenir d'où qu'on vient pour savoir où est-ce qu'on va. Et voilà. Et les gens qui sont venus bâtir notre région, c'était pas des lâcheux, là. C'était des gens qui avaient du courage, c'était des gens qui se relevaient les manches et grâce à ce courage et à cette détermination, on a bâti une belle grande région. Oui. Ben moi, je dis aux gens, okay, là, nous, là, la seule job qu'on a à faire, c'est de la garder vivante, dynamique. Voilà. Puis, à l'image des gens qui nous ont précédés, ben on se prend en main. Puis on dit, il faut avoir les leviers, il ne faut pas attendre que tout soit fini pour réagir. Monsieur Vachon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On en a déjà parlé, l'ex-ministre Paradis versus le ministre Lessard. Je ne vais pas aller non plus dans les détails. Sauf que, est-ce que le ministre Lessard, ce que l'on vient de parler, Montréal, grande région, des millions, etc., versus l'Abitibi-Témiscamingue, on a à peu près des croûtes, puis même pas. Est-ce que le ministre, actuellement, au moment où l'on se parle, est sensibilisé à ça? Est-ce que l'UPA, au niveau provincial, dont vous assistez à toutes les réunions... Ah oui, je suis membre de l'exécutif provincial. Et vous êtes membre de l'exécutif. Est-ce que le ministre actuel, le ministre Lessard, est sensibilisé à ce que l'on vient de parler? Puis, en avez-vous confiance dans le sens que ça pourrait peut-être débloquer sur quelque chose? Bon. Premièrement, autant au provincial que régionalement, on a des propositions concrètes pour de mieux soutenir le développement, la création d'entreprises, l'effervescence agricole dans des régions périphériques qui ont besoin d'outils qui sont un peu différents des outils de la vallée du Saint-Laurent, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça. Bon, nous autres, du maïs en Abitibi, là, on en fait un peu, là, mais on ne peut pas faire ça à grande échelle. C'est pas la principale culture. Et c'est pas demain la veille où on va pouvoir commencer à s'enrichir à faire du maïs ou du soya. Bon, ceci étant dit, il y a des particularités qui sont régionales. Le ministre a été sensibilisé autant par le provincial, parce que Marcel Groslot, président général de l'UPA, porte ce message-là haut et fort. Nous, en région, on le fait aussi. On a rencontré d'ailleurs le ministre Lessard pas plus tard qu'il y a 2 semaines, lui faisant part de ces enjeux-là. J'ai assisté à une conférence préparatoire là, pour le sommet de l'alimentation qui va avoir lieu le 17 novembre prochain. Et on met la table. Le ministre est sensible.
écoute, entend. Le ministre Lessard est un gars sympathique qui, contrairement à son prédécesseur, est ouvert à la discussion constructive. Il est abordable. Complètement. Et est prêt à écouter, à échanger. Là, maintenant, il va falloir passer aux actes. Moi, là, c'est beau écouter. Comment juger? Ben, on jugera avec les actions qui sont factuelles, quantifiables. Présentement, il y a beaucoup de bonnes intentions. Je donne la chance au coureur, mais j'espère que ce ne sera pas une promesse électorale qu'on aura au niveau d'outils concrets, mais bel et bien des annonces. Parce que là, il y a un sommet, puis après ça, ils disent « là, il va falloir mettre de la viande alentour de l'os ». Moi, je m'attends qu'au printemps, là, on va dire aux agriculteurs des régions périphériques, on croit en vous, on croit au potentiel de développement que vous pouvez faire, et pour cette raison, on vous donne un outil particulier pour vous autres. C'est un peu, puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on est à 1 an des élections provinciales. Au moment où l'émission passe, là, je te dis qu'on va être, on est à 1 an des élections provinciales et 1 an, c'est vite. C'est aussi ce qui pourrait faire peur. On donne des morceaux de gâteau. On donne des morceaux de gâteau. On va en voir. On a été dans l'austérité totale pendant, je dirais, presque 3 ans. Puis là, tout d'un coup, on regarde, puis le ministre des Finances est là. Il y a un surplus. Il y a un surplus énorme. Là, on est prêt à délier les cordons de la bourse. Moi, c'est ce qui me fait peur. Puis c'est un peu ce que je rage, parce que déjà, on commence à en avoir tranquillement. On va développer, on va donner de l'argent. On n'avait pas. Ça, on appelle ça des beurrées électorales. Je m'excuse, là, mais et j'espère que ça ne sera pas toujours ça. Ben écoutez, moi, j'ai tendance à être... j'ai confiance aux gens. Mais là, je sors un peu de mes bottes de l'UPA. Là. Moi, j'ai confiance aux gens et je n'ai pas à dire... j'ai pas à être d'accord ou en désaccord avec ce que vous venez de dire, mais ce que je peux dire, par contre, c'est que les gens ne sont pas cons. Les gens sont à même de faire des constats, leurs propres constats. Et moi, j'ai confiance que les gens prendront acte de ce qu'ils ont vécu ce qui s'est passé avant, et poseront les gestes nécessaires. Moi, là, regardez, moi, je ne juge pas là, de ce qui s'est fait. Moi, je vous dis que nous, les agriculteurs de la région, on s'attend clairement, après avoir passé dans le collimateur d'aplomb, je ne sais pas si ça se dit de même, mais en bon québécois, là, c'est ça, on s'est fait ramasser en 2009, en 2010. On a subi par la suite une succession de crises. Là, je parle particulièrement de la production bovine en Abitibi-Témiscamingue. Et les résultats, vous les avez énoncés. Et donc, je m'attends à que là, on dise, regardez, on fait un pas de reculons et on permet la création de richesses pour tous les Québécois en Abitibi-Témiscamingue. En terminant sur la diminution du nombre de fermes, M. Vachon, je veux juste une dernière statistique. On dit que c'est 11 % de diminution au Témiscamingue versus 18 % chez nous en Abitibi-Ouest. Puis quand on sait que dans l'ensemble du Québec, c'est 2 %. Donc, nous autres, on est visés pas à peu près. Là. Complètement. Écoutez, c'est ce qu'on a fait comme représentation aux représentants de l'État et on est capable de démontrer la cause de cette hécatombe. Et moi, je me rappelle très bien qu'en 2009, là, j'avais annoncé sur les ondes de Radio X, je n'étais pas président du PA à l'époque, mais j'avais quand même fait une entrevue. J'avais dit, si on joue dans les paramètres d'application d'un programme comme l'ASRA, l'Assurance Stabilisation des Revenus Agricoles, il va y avoir un effet domino en Abitibi-Témiscamingue. Et là, on m'avait traité à l'époque d'alarmiste. Je suis obligé de constater que je n'étais pas loin de la vérité. Là. Quand on perd la moitié de nos vaches, quand on perd le 3/4 de notre production ovine en Abitibi-Témiscamingue, c'est pas loin d'un effet domino. Exactement. Et là, moi, ce que j'ai dit l'été passé, c'est que là, s'il n'y a pas un réinvestissement, si on continue à avoir l'orientation qu'on a actuellement, écoutez, moi, je suis très inquiet pour l'avenir, mais là, en même temps que je dis ça, nous, on fait ce qu'on a à faire. C'est ça, on se prend en main, on pose des gestes, puis moi, je suis convaincu que si ce n'est pas dans les prochaines années, il va y avoir des signaux clairs pour les gens qui souhaitent
développer, habiter, rendre la Abitibi-Témiscamingue agréable. Puis ça, on appelle ça des agriculteurs de métier qui habitent le territoire. Voilà, exactement. Puis quand on pense que la moyenne des exploitants en 2011 était de 49,7 ans, elle est en 2016 de 51 ans. C'est ça. Ça, je pense que ça dit à peu près tout. Un autre dossier que je voulais parler avec vous, c'est le canola. Oui. Le canola, je ne sais pas si je me trompe ou ma vue a changé, mais il me semble on en voyait à peu près uniquement au Témiscamingue, parce qu'on allait à Réminier, entre autres, puis tout ça, bon, on en voyait partout. Maintenant, en Abitibi-Ouest, quand on va parler de chez nous ici, là, Abitibi-Ouest, est-ce que je me trompe? On en voit beaucoup. Oui, bien écoutez, le canola est une production dans les dernières années qui était intéressante au niveau financier. Okay. Quand on a des bons rendements, on est capable d'en retirer, j'irais dire, des marges intéressantes. Donc, les producteurs sont aux aguets de ces opportunités-là. C'est le job d'entrepreneur, de cibler les types de production qui sont les plus rentables. Et à ce niveau-là, le canola était une variété un type de production intéressante parce que, en plus de dire que c'était payant dans les dernières années de faire du canola, quand on a du rendement, c'est une plante qui est bien adaptée à notre climat. C'est une plante que quand elle est en fleurs, là, tu sais, les beaux champs jaunes qu'on voit c'est jaune, pas à peu près, oui, exactement. S'il fait trop chaud, là, ces journées-là, les canicules, comme on a vécu dans les derniers jours, là, les fleurs vont, on appelle ça avorter. La fleur ne fera pas de grains. Ah, OK. C'est une plante qui, dans j'irais dire, dans les climats plus chauds, n'est pas productive. Elle est plus productive dans nos climats à nous. C'est pour ça qu'il y a une tendance à l'augmentation. Et il y a des marchés qui se développent pour ça. On fait quoi avec ça? De l'huile. De l'huile, hein, c'est ça. Parce que on part de Macamic, on s'en va à La Sarge. On a 20 km, puis il y en a, il y a des champs, c'est jaune, jaune, jaune. Et il y a eu aussi, il faut le dire, j'irais dire, une spécialisation. Il y a un développement de la production de culture commerciale. Les producteurs qui faisaient du lait, du bœuf, ont tendance à faire plus des céréales à paille, parce qu'on a besoin de paille pour nos animaux. Puis on a le grain qu'on peut vendre ou qu'on peut alimenter nos animaux avec ça. Mais là, il y a vraiment ces gens qui sont plus spécialisés en production de céréales ont tendance à faire plus de canola, mais même les éleveurs vont faire du canola, vont le vendre, puis vont racheter leur maïs avec ça, exemple. Ah, OK. Fait que ça veut dire qu'on n'a pas fini d'en voir. Là. Ah non, ça c'est clair, c'est définitif. On va voir une augmentation de la production de canola en région. Et moi, je peux même m'aventurer à dire qu'on va voir le développement d'un paquet de nouvelles productions. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais moi, je suis convaincu qu'il va y avoir plusieurs autres fleurs qui vont apparaître, plusieurs autres plantes qui sont très intéressantes, mais que là, on a des organismes, les coops pour ne pas les nommer, qui développent des marchés et on va pouvoir être partie prenante de ce développement-là, je suis convaincu. Il reste à peine une minute, M. Vachon, puis j'avais regardé ce dossier-là pour la fin, mais on va juste le voir très vitement, mais à votre prochaine visite, on en parlera plus en détail. Promis. Le problème de vétérinaires chez nous, c'est un problème affreux. Écoutez, ça fait déjà longtemps, vous aviez parlé de mon prédécesseur et c'était un enjeu sur lequel il travaillait. C'est toujours un enjeu. Les vétérinaires en région sont peu nombreux, ne sont pas jeunes eux non plus. Et là, on a un problème avec nos amis qui font de l'équin, là, les chevaux là, qui ont des problèmes de service. Moi, j'ai parlé pas plus tard qu'un matin avec la présidente d'un regroupement là, de ces gens-là. Et on va voir de quelle manière on peut créer une synergie. Okay. Quelles sont les pistes de solutions qu'on peut, comme individu chez nous, là, se prendre en main et dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Moi, là, on est vraiment au début, mais il y a une préoccupation des agriculteurs qui est partagée par les gens qui font de l'équin, qui font de l'élevage de chevaux. Y a-t-il des forces qu'on peut unir? On verra. M. Vachon, on va en reparler à notre prochaine entrevue parce que prendre 30 heures avant d'avoir un vétérinaire, c'est inconcevable. Merci beaucoup, M. Vachon. C'est toujours un plaisir de faire ça. Un plaisir pour moi. Merci beaucoup, M. Vachon. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.